Christophe. Salut chat, ça va? Bien et toi? Ouais, ça va bien. Cool. Épisode 26. Épisode 26 de Ce que j'en dis, bienvenue à tous. Donc le livre numéro 1, papa, c'est quoi que t'as lu comme livre cette semaine, le premier livre? Le premier que j'ai lu, Le c'est premier que t'as lu? On n'est plus des gens normaux de Justin Morin. Ok. Waouh, un sacré bouquin. Alors à la base, Justin Morin, c'est un journaliste et il doit couvrir un fait divers assez pourri. C'est un mec avec sa voiture, il a foncé sur la foule en terrasse d'un restaurant. Il a blessé plein de gens, il a tué une gamine, une adolescente, je crois qu'elle a 13 ans, un truc comme ça. Et donc, il parle avec les parents et tout. Et en fait, il a décidé d'en faire un bouquin. Donc, dans toute la première partie, il parle avec les parents, donc c'est touchant et tout, mais c'est un petit peu le prisme journalistique, tu vois. Ouais. Et puis, au procès, il y a la sœur de l'accusé qui, genre, elle prend sa défense. Ok. Genre, ouais, elle dit c'est un accident. D'accord. Et évidemment, ça rend tout le monde ouf. Ah bah Comment ouais. on peut dire que c'est un accident? Alors que le mec l'a foncé sur la foule. Et comment on peut prendre la défense de ce type, quoi. Et donc lui il décide de parler avec la sœur, mais elle refuse. Elle refuse de livrer son témoignage, quoi. Ok. Elle dit juste que c'est un accident, mais elle veut pas en dire plus. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc lui, en fait, il arrête son travail de journaliste et commence un travail d'écrivain, où il va imaginer la relation de cette femme avec son frère. Ok. Donc il va imaginer leur enfance et tout, les relations qu'ils avaient ensemble. Et waouh, du coup ça devient super intéressant. Et alors, j'ai regardé sur les réseaux, il y a plein de gens qui n'aiment pas cette deuxième partie. Moi je préfère la deuxième partie que la première. Ok. Ouais. Et donc voilà, c'est un bouquin qui a déjà fait pas mal parler de lui. À mon avis, il va recevoir des prix ou des trucs comme ça, il est vachement bien. On n'est plus des gens normaux. Premier roman de Justin Morin à la Manuf. Super bouquin. Ensuite, souviens-toi de Sarah, de Page Coman. Page Coman, j'ai déjà chroniqué Le Baumian. Ouais, ça me dit quelque chose, Page Coman. Voilà, donc en fait, c'est deux auteurs, Gérard Coquet et Yann Manouk. C'est ça, la petite nuance. Ça, c'est le premier qu'ils ont écrit ensemble. Ok. On voit peut-être pas bien à l'écran, mais toi, tu peux constater, c'est un gros, petit peu un pavé. ouais. Hein. Donc, alors, il est en poche, certes, mais il fait quand même 570 pages. Ouais. Et alors ça, c'est super chouette. C'est un jour une éditrice qui reçoit sur son bureau un manuscrit qui raconte l'histoire d'une jeune Britannique qui a vécu dans les années 60 et qui a vécu un calvaire, qui est tombée enceinte suite à un viol. Après, elle s'est fait virer de chez elle. Elle a été recueillie dans sorte de foyer catholique pour les mères célibataires. Là, ils lui ont pris son enfant. Après, elle a été violée par un prêtre. Elle est retombée enceinte. Ils lui ont repris son gosse. Après, elle était en relation avec ce prêtre qui était un gros pervers narcissique super dégueu. Elle est devenue son esclave sexuel et tout. Okay. Et il balance, et elle balance plein d'agissements comme ça qu'on lui a fait subir, et dans le cadre de l'église catholique, quoi. Et donc l'éditrice, elle lit ça, elle le lit, et voilà, ça la touche beaucoup, elle pleure. Le problème, c'est que le manuscrit n'est pas signé. Ok, donc elle ne sait pas de qui ça vient. Elle ne sait pas de qui ça vient. Donc elle regarde le cachet de la poste, elle voit d'où ça vient, et elle décide d'aller là-bas, sur les traces, ouais. Et essayer de retrouver cette nana, quoi. Et elle la retrouve pas tout de suite, mais elle retrouve des personnes en fait qui étaient dans le livre, quoi. Ok. Et en fait, elle se rend compte que tout ce qui est écrit, c'est vrai. Okay. Et donc elle voit des mecs qui ont participé de sa servitude sexuelle, etc. Puis elle voit qu'elle dérange, on essaye de la tuer. Et voilà. Et c'est super bien parce qu'en fait, t'as genre, ça se chevauche, tu vois les actions. T'as une partie du roman, donc de la nana qu'elle a écrit, une partie de l'enquête de l'éditrice,
Et comme ça se chevauche. Et en fait, les deux sont toujours aussi intéressants l'un que l'autre. Ce qui fait que chaque fois qu'une partie se termine, tu es contente d'aller soit dans l'enquête, soit dans le récit de Sarah, quoi. Jusqu'à la fin, qui est vraiment extraordinaire, tu vois pas venir le truc. C'est waouh, super bon bouquin. En plus, ça, il est en poche, ça coûte 10 balles. Souviens-toi de Sarah, de Paige Coman, vachement bon bouquin. M+ édition. Ensuite, les lettres d'Esther de Cécile Pivot, donc la fille de Bernard Pivot, on s'en fout un petit peu, mais moi je m'étais posé la question. Alors, dans le cadre du rendez-vous page 17, je n'en dirai pas plus. Alors, c'était le cycle des romans épistolaires. Donc, c'est un roman épistolaire. L'idée, c'est une bibliothécaire qui s'appelle Esther, qui décide d'ouvrir un atelier d'écriture, mais spécialisé dans l'écriture de lettres. Okay. Et donc, il y a 5 personnes qui vont s'inscrire à cet atelier, et en fait, on va découvrir leurs lettres. Okay. Donc, c'est le cadre de ce roman, c'est les lettres qui s'envoient les uns aux autres dans le cadre de cet atelier. Alors, c'est limite comme tout, c'est touchant parce que chacun, ils ont leurs propres difficultés. Et en fait, le fait d'écrire à d'autres, à des inconnus, ça va leur permettre de faire face à leurs difficultés, de les aborder peut-être autrement. Il y a notamment un couple dont l'épouse est en proie à une dépression postpartum sévère. Okay. Il y a un jeune qui, son frère adolescent est mort il y a quelques années, et depuis il reste lui, son père et sa mère, et la famille elle est chamboulée, ils ne se parlent plus. C'est un traumatisme du choc. Carrément. Il y a une petite mamie, genre qui a des considérations humano, félino, écolo, et puis qui vit toute seule dans une maison que des urbanistes ont racheté pour faire un grand lotissement, machin, et et puis un homme d'affaires qui a fait fortune, mais en étant un homme d'affaires, c'est-à-dire en achetant des entreprises, licenciant des gens, revendant les entreprises, etc. Et donc tu as tous ces gens avec leur parcours, leur mal-être, qui vont s'écrire les uns les autres, et qui vont se faire du bien en fait. Donc c'est un joli petit bouquin, je me rappelle plus de l'éditeur, mais ça se trouve, Les lettres d'Esther de Cécile Pivot. Voilà. Ensuite, il y a De notre monde à emporter de Christian Astolfi. Alors celui-là, je l'ai écouté. Vachement touchant. C'est l'histoire d'un gars qui travaille sur des chantiers navals. Enfin, sur un chantier naval. Comme son père. Comme tous les gens autour de lui. Et ce chantier naval, il va fermer. Et en fait, lui, toute sa vie, elle tourne autour de son travail. C'est une hôpital que la présence. Ouais, c'est ça. C'est à peine s'il existe encore. Et par-dessus ça, vient se greffer le scandale de l'amiante. C'est-à-dire que dans ces constructions navales, ils utilisaient beaucoup d'amiante. Donc les mecs, ils ont tous des maladies liées à l'amiante, des cancers, des machins, des trucs. Et ça parle de ça aussi, de cet abandon de la part des politiques, des syndicats, de leurs employeurs. En plus, ils prennent conscience au bout d'un moment que tout le monde savait à l'avance que l'amiante c'était super dangereux, mais qu'ils ont changé. Donc c'est un bouquin qui parle de notre rapport au travail. Et moi ça m'a beaucoup touché, puisque tu connais ma situation, je suis boulanger depuis 40 ans avec maman de paralysie, ils savent pas quoi faire de moi. Et du coup tu te dis voilà, c'est vrai que le travail à un moment donné ça peut te faire beaucoup de mal, quoi. Alors qu'a priori on en a besoin pour vivre, à un moment donné, ça nous fait vivre mal. Et le bouquin très très touchant. Et le lecteur est vachement touchant aussi. Et donc à la fin, il y a le lecteur qui est interviewé par rapport à sa lecture. Et il dit qu'il a été vachement touché alors qu'il n'est pas du tout d'un milieu ouvrier. Tu vois, donc ça m'a fait du bien, parce que moi je pensais que c'était plutôt les gens comme moi qui allaient être touchés. En fait c'est assez transcendant. C'est un super bouquin de notre monde emporté de Christian Astolfi. Après il y a La stratégie de l'écureuil de Serge Boussolo. On va Serge Boussolo. Je connais, c'est ton ami. Chaque fois je parle de Serge Boussolo, c'est pas mon ami. Non, c'est pas un ami, mais alors si je me remets bien, c'est quelqu'un que tu lis depuis que t'es petit. Ouais, c'est quelqu'un que je lis depuis l'adolescence, qui a écrit plus de 300 bouquins. Et il a fait plusieurs séries dans ses livres, notamment la série L'Agence 13, Les paradis inhabitables.
Le concept, c'est donc Mickey Katz. Elle est décoratrice d'intérieur, mais décoratrice d'intérieur pour des maisons très particulières. Genre, ou bien c'était des scènes de crimes horribles, ou bien c'est là qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé, ou bien toujours des trucs super morbides, très très glauques. Et là, en fait, il est question de faire un musée de la maison d'une romancière qui a disparu et qui faisait que des romans super gore. Et alors, Mickey Katz, donc c'est le 4e volume de l'Agence 13. Elle a été élevée par un père qui était un agent secret hyper paranoïaque, qui l'a appris à se défendre dans des conditions de survie, etc. Et sa mère, un petit peu évincée de la relation père-fils. Et en fait, dans ce bouquin, on va en apprendre beaucoup de sa relation avec sa mère. Parce qu'il se trouve que, sans qu'elle le sache, elle va le découvrir, la maman, elle était l'illustratrice de cette fameuse Savannah Warlock, donc elle doit retaper la maison. Bon bouquin, pour les fans de Boussolo, un immanquable. Pour les gens qui ne connaissent pas Boussolo, c'est toujours un bon moyen d'apprendre à le connaître. Exact. Maintenant, je vais partir dans de l'auto-édition. En premier, il y a L'Attendeur de première classe de Fabien Maréchal. C'est pas vraiment de l'auto-édition, puisque c'est édité par la maison d'édition Le Chant des Voyelles, qui est une petite maison d'édition. Fabien Maréchal, il a écrit un bouquin qui part sur une idée vachement loufoque. L'idée, c'est que la science a permis de découvrir un procédé qui permet d'attendre à la place des autres. Genre, toi, tu as un rendez-vous, mais tu veux pas attendre, il y a quelqu'un d'autre qui attend ta place. Mais pas au même endroit et pas forcément au même moment. Tu vois, genre, il y a une distorsion de l'espace-temps où ils peuvent attendre à ta place. Et donc, ça s'appelle comment, L'Attendeur de première classe. Et donc, Grégoire Fournier, il vient d'être intégré dans le cercle des attendeurs. Donc, ça fait partie de l'État, c'est un fonctionnaire de la fonction publique. Et à un moment donné, il y a un scandale avec un homme politique pour qui il a dû attendre. Ça s'est pas bien passé. Il a fini saucé en mode François Hollande à un discours, tu vois là. Et lui, donc, il a été viré. Et il décide d'utiliser ses talents pour attendre bénévolement pour d'autres personnes qui en ont besoin. Et notamment pour permettre à une jeune fille et sa maman qui vivent avec un homme violent de pouvoir s'en échapper. Il va aussi former à l'attente des jeunes de son quartier, genre pas qui squattent le haut, mais qui squattent un muret, genre ainsi sur le muret toute la journée. Et donc c'est aussi un autre bouquin sur notre rapport au travail. En fait, c'est un petit peu la même thématique que Christian Astolfi quand j'y pense, mais traité complètement différemment. C'est est-ce que ce qu'on fait comme travail, ça définit ce qu'on fait de notre vie. Et c'est vachement intéressant. Donc, triple découverte, super auteur, Fabien Maréchal, qui va peut-être m'envoyer d'autres bouquins qu'il a écrits, donc je risque d'en reparler. Édition Le Chant des Voyelles, je sais pas, on n'a rien prévu, mais super maison. Et puis L'Attendeur première classe, super bouquin. La couve, elle est aussi super chouette. Elle est sympa. Elle est belle. Elle est également agréable à toucher. Elle est agréable à toucher, le format, il est sympa. Ouais, c'est vrai que c'est un format très. Ça me fait penser un petit peu à des bouquins de Actes Sud. Un autre bouquin auto-édité. La guerre du comte Margot Dupin et les jardins d'âme, de Max Tao. Bon, là, j'ai pas été conquis. J'ai pas été conquis, je l'ai même pas fini. Ah ouais. C'est rare que tu fasses des chroniques de livres que tu n'as même pas fini. Ouais, mais. Après, t'as lu bien les 3 quarts. Ouais, mais justement, je suis allé à page 272. Mais je me suis dit, ça sert à rien que j'aille plus loin. Parce que ça m'a gonflé. Après, j'aurais dû me rendre compte, c'est que déjà dans le titre, il y a des choses qui vont pas. La guerre du comte Margot, mais déjà ça aurait pas été du comte, mais de la comtesse. En plus du comte, c'est mal orthographié, c'est ONTE. Et puis, mais surtout ce qui... Alors, on va dire que ça se prétend de la fantaisie pour jeunesse. Mais
mais moi j'ai pas trouvé les codes de la fantasy. C'est-à-dire, si tu veux faire un univers fantastique, et quel que soit l'univers que tu veux mettre pour cadre dans ton roman, il faut qu'il se tienne un temps soit peu. Alors, tu peux inventer des trucs, mais alors le problème, lui, c'est qu'il il prend des trucs qui existent. Genre, dans son univers, il y a des anges, des démons, des lutins, des encous, des extraterrestres, Jésus, Yahvé, comment s'appelle, la Sainte Vierge, et tous ces gens-là, ils sont tous ensemble. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ni queue ni tête. Ça, je peux pas dire que ça n'a pas ni queue ni tête, parce qu'il y a un truc, tu vois, il y a vraiment une quête. La petite, il faut qu'elle cherche ses parents, qui sont eux-mêmes dans des mondes spirituels, machin et tout. Mais alors, les mondes spirituels, il faut que ça ressemble à quelque chose. Ouais. Là, c'est juste un grand foutoir. T'as l'impression qu'il s'est référé à l'univers de Tolkien et à la Bible et Alice au pays des merveilles, mais en mettant tout ça sur un pied d'égalité, quoi. Non, tu peux pas. Tu peux pas parler de Yahvé. Il le confond plus ou moins avec Dionysos. Il est là en train de picoler du vin. C'est quoi, moi, ça m'a semblé très très blasphématoire. Alors, je suis sûr que le gars, c'est pas du tout son intention. Et d'ailleurs, il a des super bonnes notes sur Babelio et sur Amazon. Après, bon, il y a 8 notes. Je pense que c'est des gens qui connaissaient. Enfin, on sait rien. Enfin, moi, ça m'a saoulé. Voilà. Mais il faut que les gens sachent que ce bouquin existe. Parce que peut-être, enfin, c'est sûr, tout le monde n'a pas la même sensibilité. Et il y a des gens qui ça peut beaucoup plaire. Max Tarot, La guerre du comte Margot Dupin et les jardins d'âme. Là, je vois un petit 1. C'est qu'il y a sûrement un 2 ou un 3. Probablement, il y aura une suite. Donc, voilà. Et pour finir... The Last Book. Le dernier livre. J'ai décidé qu'on allait faire une chanson du dernier livre. Moi, chaque fois, il n'y a pas de je m'enjaille, ça c'est Tarmin. Dernier livre. Bon, c'était bien. C'est mon kiné qui me l'a prêté. Ah bah voilà. Merci Arslan. Mon kiné s'appelle Arslan. Il est turc. Il est turc et gauchiste. Ah bah. C'est pas incompatible. Il m'a dit il faut absolument que tu lises ce bouquin. C'est un bouquin gauchiste. Okay. D'un éditeur peut-être gauchiste aussi, j'ai pas bien compris. Mais vachement sympa. Alors, non pas que je sois gauchiste, certes je le suis. C'est un bouquin qui parle d'écologie et qui interroge sur pourquoi l'écologie c'est toujours non violent. Okay. Est-ce que ça gagnerait pas à changer sous ce rapport? Et il fait référence à des grandes avancées sociales, comme par exemple les droits des Noirs américains aux États-Unis, le droit de vote des femmes, d'autres avancées qui se sont faites au début sans violence, et puis à un moment donné avec une certaine dose de violence. Et à partir du moment où il y a une certaine dose de violence, on va commencer à les prendre au sérieux. Parallèlement à ça, il parle aussi de comment des infrastructures liées aux énergies fossiles, donc le gaz, le pétrole, etc., elles ont déjà été attaquées pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'écologie. Okay. Donc il dit voilà, il y a des précédents, ça peut se faire et même ça a porté du fruit. Et donc il se pose la question, pourquoi, alors que l'écologie, ça devient un problème vital de l'espérance de vie de la planète et de l'humanité, pourquoi nous on fait que des sit-ins avec les droits croisés, on offre des fleurs aux policiers, alors que si on faisait tout péter, peut-être que ça fera avancer les choses. Ben ouais, et c'est sourcé, c'est vachement sourcé. Hein. Il y a plus de 200, il y a 237 notes, donc sources qui sont citées. Bon, le gars, il est quand même maître de conférence en géographie humaine en Suède. Il a déjà écrit plusieurs bouquins et c'est vachement intéressant. Alors, moi, tu me connais, hein, je suis pas un militant, mais je trouve que le militantisme, quand il est basé sur des notions comme ça, réfléchi, et pas juste, lui, c'est pas de la violence pour la violence, il réfléchit à l'intérêt de la violence. Okay. Et donc, c'est une démarche intellectuelle, c'est un essai,
Très intéressante. Comment saboter un pipeline de Andreas Malm aux éditions La Fabrique. Donc j'avais lu il y a quelques années L'Humanité en péril de Fred Vargas. J'avais trouvé super nul, malheureusement. Dans le même idée, c'est sorti en 2020, au même moment. Ça, c'est le pendant très intéressant d'un bouquin qui parle de l'action écologique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est pas moralisateur, c'est juste un vrai essai. Ça pose des questions. Ouais, super. Et c'est tout ce que j'ai lu. Bah écoute, c'est déjà bien. Bah ouais. Moi, et toi? Moi je lirai peut-être pour la prochaine fois mon tome 5 de One Piece. Peut-être. Ouais. Je l'ai repris en main aujourd'hui en me disant allez, il faudrait peut-être que je me remotive. Tu sais, l'hiver il fait froid, on sort pas trop, on peut rester à la maison, lire des livres. Bah ouais. Et puis en été on peut lire des livres à la plage. On peut lire des livres tout le temps, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Bah oui. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire avec toi cet épisode numéro 26. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de faire avec toi cet épisode 26. Ok. La dernière fois, on avait un objectif de faire plus que 32 vues. C'est fait. On Je les te a fait. félicite. Bravo à nous. Bravo et là, à vous. du coup, j'ai pas d'objectif, mais c'est vrai que quand il y a des commentaires et tout, ça fait quand même. Ça fait plaisir, ça nous réchauffe le cœur, nous sommes très plaisir. heureux. On se dit, Ouais. ah, tu as vu le commentaire? Oui, je l'ai vu, oh, c'est très bien, viens, on se fait un câlin, on s'aime. Et voilà. En tout cas, c'était un plaisir. À bientôt pour l'épisode 27, à l'année prochaine certainement. Ouais, voilà, C'est sûrement le dernier de l'année, hein. très probablement. Donc, à bientôt et merci pour votre fidélité. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. I'll be back.